Bienvenue à tous dans ce débat des stratégistes de Finance Avenue, un débat durant lequel nous allons brosser l'actualité, les tendances qui ont agité les marchés et ce que l'on peut en attendre pour la suite. Ça sera également l'occasion pour nos invités de nous livrer leurs actions préférées. Avec nous en plateau, Frank Vranken, stratégiste de Puilatco. Bonjour Franck. Bonjour Bruno. Avec nous également Arnaud Delaunay, Chief Economist chez Leleu Associated Brokers. Bonjour Arnaud. Bonjour. Enfin, last but not least, Yuri Huygen, rédacteur, mais également analyste chez L'Investisseur. Bonjour Yuri. Bonjour Bruno. Alors messieurs, on a remarqué cette année que le parcours des marchés financiers s'apparentait un peu à des montagnes russes. On a connu la forte correction évidemment tout de suite avec la pandémie et puis la remontée tout aussi spectaculaire, surtout emmenée par les valeurs de croissance, on pense aux technologies. Et puis nous voilà cette semaine où on parle de plus en plus de rotation sectorielle après ces progrès sur le front d'un vaccin. Frank Vranken, je commence par vous. Est-ce qu'on est face à un tournant ? C'est peut-être encore un peu tôt de le dire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les marchés courent toujours de l'avant. Et donc aujourd'hui, avec l'idée d'avoir un vaccin, et donc on a entendu cette nouvelle de Pfizer, donc cette idée d'avoir un vaccin, peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici quelques mois, a clairement en effet était perçu comme une très bonne nouvelle. Et donc, comme les marchés courent toujours l'avant, on a commencé à anticiper. Et si en effet il y aura un vaccin, ça voudrait dire justement réouverture de l'économie en général, rebond économique, donc à nouveau un engouement pour le risque. Donc certainement ça a joué. Arnaud Delaunay, est-ce que on peut dire que ces nouvelles concernant un vaccin font diminuer un petit peu l'incertitude ou finalement est-ce qu'on navigue toujours dans le brouillard à court terme, j'imagine ? Moi, je pense que la réalité économique, depuis 5-6 ans, elle n'a pas changé. On a de plus en plus d'écarts, au contraire, sur des grands agrégats. Mais la réalité économique sur les marchés financiers, elle est la même. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas le choix d'avoir des actions en portefeuille. Regardez les obligations d'État, on est sur des taux d'intérêt qui sont toujours historiquement bas. Je regardais il n'y a pas longtemps, un État comme la Grèce, endetté à 200% de son PIB, aujourd'hui offre une rémunération brute de 0,7%. C'est-à-dire moins que celle des États-Unis sur la même échéance. Donc on est toujours dans un environnement où on a une bulle sur les obligations d'État et donc les tendances sur les actions. Certes, il y a beaucoup de volatilité, mais on a vu qu'avec la correction du mois de mars qui a duré pendant 3 semaines, la reprise a été aussi violente. Votre avis, Yuri Huygen, sur la tendance générale des marchés à ce niveau-là ? Je trouve que le rebond des marchés depuis le mois de mars a été quand même relativement exceptionnel. Donc, on parle souvent en région, on dit souvent que les États-Unis ont fait mieux que l'Europe. C'est pas tout à fait exact. Quand je vois par exemple le DAX qui est orienté exportation, à la limite le DAX il a fait aussi bien que le Dow Jones par exemple. Donc il y a vraiment que comme vous l'avez souligné, donc, les technologies qui ont fait la différence avec un bond de 30%. Mais je dois avouer que ce rebond a vraiment été très rapide. Et comme disait à la limite Arnaud, c'est vrai que le fait que les taux obligataires soient tellement bas, tu parlais là tantôt de 0,7 pour la Grèce à 10 ans, mais c'est même moins 0,1 à 2 ans en Grèce. Donc, quelque part, il est normal qu'on sorte de temps en temps du marché des actions, mais vu qu'il n'y a quand même pas des masses d'alternatives, on rentre directement. J'ai connu des périodes comme 2000 et 2008. Là, on pouvait sortir du marché des actions et se dire « Ah bah tiens, pendant 2 ans, je ne veux plus entendre parler des actions et je vais avoir 4 ou 5% en obligations. » Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle le rebond a été aussi rapide pour bon nombre de marchés. Frank Vranken, vous suivez aussi cet avis, il n'y a pas d'alternative, on connaît le fameux TINA, There's no alternatives. Est-ce qu'on reste toujours dans cette idée, il faut rester investi en bourse, c'est les actions qui restent l'actif privilégié ? Oui, je dirais qu'il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Premièrement, bien entendu, c'est la répression financière via les banques centrales qui, bien entendu, ont coupé les taux en négatif et aussi, dépendant du pays, vont acheter des paquets d'obligations, voire aussi essayer de faire en sorte que la partie longue de la courbe ne sort pas de certains niveaux. Donc c'est une première chose, et ce qui fait que, bien entendu, le coût du financement reste très très bas et que, en effet, si on va comparer les différentes classes d'actifs, les actions s'en sortent relativement bien. Mais c'est parce que l'un est hyper cher, bien entendu. Et puis par ailleurs aussi, bien entendu, c'est que si on est investisseur,
essayer de rentrer, sortir peut coûter énormément. En fait, on l'a vu l'un des derniers 10 jours, on a eu un jour de 6,5% sur les bourses. Souvent, en effet, ceux qui sont à ce moment-là en dehors du marché loupent bien entendu cette occasion et qui, sur l'entièreté de l'année, va faire une différence. Donc, je pense qu'il faut surtout travailler à se construire un bon portefeuille qui, à travers le temps, pourrait clairement faire la différence, mais faire du market timing ici, certainement une année comme celle qu'on vit en 2020, c'est quand même assez difficile. Arnaud Delaunay, vous partagez ce point de vue. Il faut rester sur ses positions, garder des positions à plus long terme? Tout dépend le profil des investisseurs. Quelqu'un qui veut investir sur 5-10 ans, oui. Alors là, je partage tout à fait l'opinion et l'analyse qui vient d'être réalisée à l'instant. Après, dans ce que moi j'avance pour nos clients pour les prochaines années, c'est que je m'attends à une hyper volatilité sur les classes d'actifs. Parce que lorsqu'on regarde la situation économique, nous avons des États aujourd'hui qui sont endettés comme des républiques bananières. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nos États aujourd'hui sont endettés avec le même niveau que ça l'était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 120% du PIB. Et vous avez aujourd'hui de plus en plus d'institutions qui parlent de mise en place de dettes perpétuelles, c'est-à-dire que cette dette va bien falloir la rembourser. Et vu que les banques centrales ont échoué dans leur politique depuis des années, chaque année lorsqu'on se retrouve, j'explique qu'elles ont échoué, eh bien ne savent plus quoi faire. Et donc de plus en plus de voix s'élèvent pour dire très bien, on pourrait passer à des dettes perpétuelles. C'est-à-dire quoi concrètement? Un État, lorsqu'il emprunte de l'argent, eh bien il rembourse son capital à une échéance. Et donc à l'échéance, au bout de 10 ans, on rembourse le capital. Mais chaque année, on verse un taux d'intérêt. Si on part du postulat qu'on va mettre en place des dettes perpétuelles, eh bien on ne va plus rembourser le capital à échéance. Voilà. Alors c'est déjà arrivé, vous savez, dans les années 30 en Italie. C'est déjà arrivé en France également. On parlait de conversion forzosa. C'est-à-dire que vous étiez un investisseur, vous achetiez une obligation d'État sur un an, et puis à la fin on dit dommage monsieur, mais on va vous rembourser, mais dans 10 ans. Voilà. Et on laissait l'inflation ruiner l'investisseur. Alors à côté de la dette des États, vous avez les banques centrales. Alors les banques centrales se sont lancées dans ce que j'appelle une hyperinflation monétaire. On a imprimé aujourd'hui des billets comme si on produisait des bonbons. La base monétaire mondiale a augmenté de 70% en 6 mois. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire monétaire. Et pourtant, c'est l'une de mes passions. Donc tout ce qui est lié au système monétaire, je m'y intéresse fortement. Et là, qu'est-ce qu'on entend derrière ? Que l'on va mettre peut-être en place des monnaies digitales. La Banque Centrale Européenne travaille dessus depuis le mois de janvier. Et vous aviez un rapport actuellement sur le site internet de la Banque Centrale Européenne. Vous avez aux États-Unis les démocrates qui se sont lancés dans un projet de loi de mettre en place une monnaie digitale. Alors derrière l'idée, quelle est-elle ? Déjà, je constate que c'est une imposture intellectuelle. Les monnaies sont déjà digitales. Prenez une carte bancaire, c'est digital lorsque vous payez. L'idée derrière de monnaie numérique digitale, c'est que lorsque vous avez de l'argent, au lieu que cet argent soit dans un compte bancaire traditionnel, cela soit directement relié à la banque centrale. Et je pense que même Staline n'aurait pas rêvé mieux. Donc on voit bien que derrière, vous avez des États surendettés, on imprime de la monnaie comme des bonbons, tout ce qui a de la valeur, il y en a peu. Là aujourd'hui, vu tout ce qu'on a imprimé, ça n'a plus de valeur. Voilà. Et donc derrière, ils essayent de trouver des solutions. Je pense qu'on est à l'aube d'un changement de système monétaire. La preuve, le Fonds monétaire international a déclaré il n'y a pas longtemps, nous sommes à l'aube d'un New Bretton Woods moment. Voilà, on arrive, ça fait 40 ans qu'on est dans un système monétaire. Historiquement, tous les 40 ans, il y a des changements de règles. Et je pense qu'on va assister dans les prochaines années à des changements de règles qui vont entraîner une hyper-volatilité sur les classes d'actifs. Donc on va avoir sur des actions 5 à 8% de baisse en une journée. Pareil sur les taux, sur les monnaies. Et ensuite, ça va repartir ensuite. Mais je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher dans les prochaines années parce qu'on a un environnement économique qui est arrivé à son bout, à son terme. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur, le petit investisseur dans son allocation de portefeuille? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi se couvrir, d'où l'importance qu'on voit notamment autour de l'or? Alors, l'or, c'est un peu comme les œuvres d'art, c'est lorsqu'on va transformer ces unités de compte en un actif tangible. Et l'or, il est apatride en plus. Donc, on sort du circuit économique. C'est même de la stérilisation économique. Certains économistes n'aiment pas l'or parce qu'on sort du circuit économique. Et donc, l'or sert de couverture contre les États. Il a toujours servi de couverture contre les États, mais au sens large. Crise bancaire, crise des dettes souveraines, crise monétaire. C'est une couverture contre l'échec des États. Et son pire ennemi, c'est aussi l'État. Souvenons-nous de Roosevelt, 32-33, qui a interdit la détention d'or aux États-Unis. Parce qu'il a bien fallu financer le New Deal. Eh bien, on a pris l'or des Américains. Voilà. Maintenant, de l'or, des actions, Yuri, oui. Je vais quand même rajouter quelque chose. Je ne pense pas nécessairement qu'on va assister à une importante volatilité au cours des 2, 3, 4, 5 prochaines années au niveau des taux. Au niveau des marchés,
assurément, quoi. Donc, je suis persuadé qu'au cours des prochaines années, on va assister à des mouvements de panique pour n'importe quelle raison, que ce soit le Brexit ou autre chose. Donc, on peut avoir des moments de repli. Mais j'ai du mal à croire que les banques centrales puissent aujourd'hui dire tiens, le taux peut remonter du style à 2 ou 3%. Si demain la Belgique doit emprunter à 3%, on n'est pas assez de contribuables en Belgique pour financer rien que la charge d'intérêt. Maintenant, pour ce qui est de l'or, ce qu'on ne dit pas souvent non plus, c'est que l'or, finalement, c'est une toute petite classe d'actifs. De la dette, il y en a pour 250 000 milliards à travers le monde. L'or, c'est 10 000 milliards. À la limite, c'est 5 fois Apple. Hein. Donc, il est clair que si tout le monde a peur en même temps, ce qu'on a vu ces derniers mois, il est normal que cette classe d'actifs prenne de la valeur. C'est pas des masses. Hein. 5 fois Apple, c'est pas beaucoup. Et donc oui, il est normal de se couvrir. Chaque portefeuille devrait avoir un petit peu d'or. Dans le portefeuille de l'investisseur, il y a également un tout petit tracker. Mais de là à dire qu'il faut se couvrir via l'or, ça, je ne ferai pas. Est-ce que sur le marché obligataire, Yuri, il peut quand même y avoir un intérêt de regarder du côté de la dette d'entreprise, par exemple? On a compris que la dette d'État, en gros, les banques centrales ont tué le marché obligataire de la dette souveraine, mais est-ce qu'il reste encore des possibilités? On a vu des émissions récemment de Bekaert ou d'Aedifica pour les particuliers. Est-ce que ça reste? C'était donc Bekaert et Athénor. Pardon. Simplement pour dire, c'était des petites émissions. Hein. Donc, on dit souvent qu'il y a environ 300 milliards sur les comptes bancaires en Belgique. Et ici, Bekaert et Athénor ont levé 300 millions. Quoi. Donc, c'est pas des masses. Hein. Lorsqu'on achète ce genre d'obligations, déjà, d'une chose, on se dit, voilà, c'est quand même de la dette d'entreprise. On comprend quand même un risque éventuellement un peu supérieur. Mais quand vous achetez ce genre d'obligations, je vous mets au défi, en tant que particulier, de les vendre en cours de route. La négociabilité de ce genre de papier est très maigre. Et alors, un truc qui me fait aussi sourire, c'est que auprès de beaucoup de banques, il y a moyen de trouver des listes avec des obligations d'entreprise à acheter. Les banques sont obligées de proposer des émetteurs qui ont au moins un rating un triple B-, donc qui soient au moins investment grade, mais ils affichent uniquement le rendement brut. J'aime autant vous dire que si vous prenez bon nombre d'obligations d'entreprise, hein, si vous calculez le rendement net, il est généralement négatif. Frank Vranken. Oui, si je peux, je pense qu'il y a deux choses qu'on a évoquées, en fait, c'est les obligations et c'est l'or. Quelque part aujourd'hui, en fait, pour la grande majorité des obligations, ils ont perdu leur rôle de parachute dans un portefeuille. Puisqu'en fait, typiquement, anciennement, il y avait une répartition entre 60 et 40 actions, obligations, ou parfois inversement, ça dépend, mais plus ou moins souvent cette taille-là. Aujourd'hui, si on veut encore se protéger, le nombre sous-classes d'obligations qui peuvent encore servir, c'est 2 fois rien. Je pense même en euros qu'il reste pour moi plus rien, puisque on part toujours de l'obligation étatique, qui aujourd'hui est négative. Donc, avec une crise, baisser encore beaucoup plus, c'est quasi exclu. D'ailleurs, on l'a vu, hein, donc cette année-ci typiquement, parce qu'on ne sait pas d'hier qu'on se trouve à ces niveaux tellement bas. Là où il y a encore un peu de rendement, c'est aux États-Unis. Et c'est ailleurs, c'est la Chine par exemple. Mais si on veut vraiment regarder dans le G7, il y a uniquement les États-Unis pour ainsi dire. Puis tout ce qui est en dehors de l'étatique, et si on revient en Europe, je trouve que les obligations d'entreprise sont aussi extrêmement chères. Lorsqu'on parle d'obligations, que ce soit des obligations donc corporate, c'est toujours le différentiel de rendement qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, il est aussi très 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 petit. Donc en fait, toutes les obligations sur quasi dire toute la zone du G7, porte un risque de la duration. Si demain la courbe de taux se redresserait pour quelconque raison, tous les détenteurs d'obligations seront cuits. Donc c'est assez simple. Par ailleurs, l'or, j'en aurai quand même absolument en portefeuille parce que justement, on continue à faire tourner la planche à billets et lorsque d'un actif, on en fait autant et pour le reste, il reste tellement bas, donc l'or, forcément le rapport entre les deux sera en faveur de l'or. Et je pense qu'on peut encore avoir une période où les taux restent extrêmement bas. D'ailleurs, toutes les banques vont faire pour que ça reste très bas parce qu'on n'a pas le choix justement. Si on va se financer à du 3-4%, Belgique, France, Italie, on a des très grands soucis.
Et donc, la répression financière continuera. Mais souvent, et ça c'est intéressant, où certains économistes interviennent disant que, où est le problème? Le Japon, ils sont à 250% de taux d'endettement. Sauf qu'au Japon, ils détiennent leur propre dette. Donc, tout ça, il faut en tenir... l'autorisation ministre. Il faut donc en tenir compte. Et je pense que court terme, voire moyen terme, tant qu'on reste dans cette situation de répression financière, je pense que certes, les actions sont le meilleur choix parmi les actifs. Et bon, il faut encore regarder à gauche, à droite. Mais une fois en effet où ce débat et la nervosité augmentera autour de tout ce qui est dette, et cela arrivera un jour, ça va faire mal, je pense. Ça va faire mal. Vous vouliez encore ajouter quelque Oui, chose, sur Arnaud ? le risque de duration, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et alors là, au mois d'août, il y a une sacrée nouvelle avec la Réserve fédérale américaine. Elle a changé l'un de ses objectifs. À la base, elle avait un objectif d'inflation de 2%. Et là, elle a dit maintenant, non, vu qu'on a une faible inflation pendant très longtemps, on peut se permettre d'avoir une inflation un peu au-dessus de 2%. Et peut-être que la Banque centrale européenne pourrait mettre ça en place. Alors si c'est vrai, qu'on laisse un tout petit peu filer l'inflation, ceux qui ont des obligations qui ne rapportent déjà rien à la base vont se faire ruiner. Tout simplement, parce que plus personne ne voudra acheter des obligations dont les taux d'intérêt étaient à zéro, voire négatifs, si en plus on a un petit peu d'inflation qui arrive sur les prochaines années. Donc ça, vous voyez, on voit bien ce changement de paradigme dans les banques centrales qui revient à ce changement probable dans les règles monétaires et au niveau des dettes souveraines. On va assister à des bouleversements, j'en suis convaincu, dans les prochaines années, où on va revoir les manuels d'économie. C'est comme quoi avant on disait qu'on achetait du taux sans risque et que maintenant c'est du risque sans taux, quoi. Donc c'est vraiment la réalité aujourd'hui. Non, c'est sûr, en effet. Il y a un flight quality d'habitude. Quand on a peur des actions, on va sur les obligations. Mais maintenant, qui veut aller sur des obligations dont le risque est très élevé par rapport à la rémunération? Revenons-en alors peut-être aux actions, parce qu'on sent que malgré tout, dans les actions, il faut aussi faire son choix, et c'est peut-être plus difficile que jamais. Yuri, je vais peut-être commencer avec vous. Quel type d'action est-ce qu'il faut privilégier selon vous? Quelles sont celles que vous privilégiez en tout cas à l'investisseur? On va dire qu'à l'investisseur, on est déjà une équipe qui ne peut suivre que 600 valeurs, quoi. Donc, côté de par le monde, il y en a 50 000. Donc, on doit quelque part faire un choix. Donc, on ne sait pas nécessairement aller s'intéresser à toutes des valeurs émergentes. Donc, on reste quand même une revue belge, donc avec l'accent mis sur les valeurs belges, parce qu'il est clair aussi que ça n'a aucun intérêt pour nous en tant que revue d'aller suivre des grosses caps qui sont quand même déjà suivies par 50 analystes. Donc à nous, notre plus-value, c'est peut-être d'aller vers des, pas forcément des small caps, mais plutôt des mid caps dont on ne parle pas. Et je pense franchement que ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'arrivée des trackers. Donc un tracker, c'est vraiment très chouette, quoi. Donc c'est le style de fonds coté qu'on peut acheter à 14h34 et revendre à 15h. Donc c'est très facilement négociable. Mais que fait un tracker? Un tracker va acheter que des valeurs indicielles, donc des LVMH, des L'Oréal et autres, et très peu de petites valeurs comme Siyun et autres. Et donc on s'étonne que ces entreprises familiales à Bruxelles et ailleurs décident de quitter la bourse parce que franchement déçus, se sentir délaissés, parce que un tracker va simplement acheter du style toutes les valeurs du CAC 40, toutes les valeurs de l'Eurostoxx 50, mais ne va pas s'intéresser justement à des mid-cap, des entreprises familiales. Et donc je pense que ces valeurs ont pris un certain retard par rapport à ces grosses valeurs. Et donc je pense qu'il y a sûrement du potentiel dans ces mid-cap. Frank Vranken, de votre côté, qu'est-ce que vous suggériez comme type d'action pour l'investisseur? J'avais commencé en fait en début des débats de dire que les bourses regardent de l'avant et donc quelque part il faut commencer à songer à la période après Corona. Je ne dirais pas que c'est pour déjà ce printemps parce qu'il va falloir se vacciner tous, etc. Mais néanmoins, donc, je pense que si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est cher, qui est bon marché? On sait ce qui est cher. Clairement, le Nasdaq s'est enfui sur des valorisations fantastiques. Sachant que toutefois, il ne faut pas comparer entièrement avec 2000, où il y avait quand même des sociétés avec très peu de cash. Maintenant, on a des monstres avec énormément de cash, mais il faut se le payer. Par ailleurs, il y a un autre élément, c'est le positionnement. Donc, je pense aujourd'hui, je suis même convaincu après les sondages que je continue à regarder, qu'il y a une surpondération massive sur ces titres dits de croissance. Parce que forcément, dans une crise sanitaire comme on l'a vécu, la croissance diminue, donc il va falloir payer un peu plus pour trouver la croissance. Si on ouvre l'économie, je pense qu'on va trouver que pas mal d'autres secteurs, des titres sont
relativement parlant, toujours nettement meilleur marché. Donc je pense qu'on peut tout doucement aller un peu plus sur du cyclique. Je pense qu'on peut aller aussi, point de vue régional, sur un peu plus de l'émergent. Parce que notre conviction, en tout cas à la banque, c'est que le dollar devrait s'affaiblir. Et si le billet vert s'affaiblit, c'est surtout positif aussi pour les émergents. Donc, Asie, je trouve si une région qui a le vent en poupe et que ça continuera. Maintenant, pour en arriver à des secteurs ou, je dirais, des titres, je partage l'avis où aujourd'hui, en effet, où est-ce qu'on peut trouver la vraie valeur? La plupart du temps, c'est sur des titres qui ne sont pas tellement suivis. Et donc, je pense que c'était vous qui avez dit qu'en effet, en Europe, il y a de moins en moins d'analystes qui suivent des titres. C'est tout à fait correct. Et donc, on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment délaissées. Et je pense dans les small et mid-cap, on peut certainement encore trouver des petits joyaux. Arnaud Delaunay, les petits joyaux de votre côté chez Leleu? Alors, pour les small et mid-cap, moi je partage tout à fait votre avis. Ce qu'on constate malheureusement, c'est quand il y a une période de crise, et la liquidité, il n'y en a pas. Et alors là, on voit des titres qui sont financièrement très bons quand on regarde le bilan, le compte de résultats, les flux de trésorerie, la qualité de management, l'actionnariat. Mais quand vous regardez, dès qu'il y a une crise financière, on a moins 60, moins 70% sur la valeur. Il n'y a plus aucune liquidité. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur parfois. Et donc, nous, on conseille toujours de rester sur des grandes valeurs, très liquides, avec une visibilité élevée et surtout une dimension internationale. Voilà. Donc là, on parlait tout à l'heure de la Chine et de l'Asie. Il est clair que des entreprises qui sont là-bas sont très bien loties. Vous regardez la Chine, c'est le seul endroit au monde dans les pays développés où on a de la croissance économique cette année. Alors pourquoi ? C'est très simple, parce qu'ils avaient une croissance économique tellement élevée que quand il y a eu la crise, ça baissait, puis ça remonte. Mais nous, en zone euro, depuis des années, la croissance économique, elle n'est pas là. Elle est là, ici. Donc dès qu'il y a une crise, hop, on est en bas. Et donc, c'est toujours la même chose. Donc vous voyez, il y a de grands bouleversements qui sont arrivés cette année, mais au final, on répète la même histoire. C'est toujours la même histoire qui avance. Quand on regarde les actions dites value en Europe, ça fait depuis que je commence dans le milieu de la finance, ça fait 10 ans maintenant, on m'explique, il faut acheter du value. Mais ça fait depuis 10 ans que ça sous-performe. On parle même de value trap. Regardez, le secteur bancaire de la zone euro. C'est quand même triste. Quelqu'un de ma génération à qui on a expliqué que l'Union européenne et la zone euro allaient entraîner des champions dans le finance au niveau mondial, qui pourraient rivaliser face aux méchants américains. Et regardez, maintenant, ça vaut 35% de leur book value. Donc c'est un constat, c'est triste, c'est que vous avez les valorisations d'un côté, et puis d'un autre côté, vous avez la réalité du terrain, et c'est-à-dire la confiance des investisseurs. Parce que la bourse, ce n'est pas bien ou mal. C'est l'agora du capitalisme. C'est là où les investisseurs votent chaque jour. Et la zone euro, ils ne sont pas très pour depuis la crise de la zone euro. Depuis la crise de la zone euro, vous avez un schisme qui est arrivé sur les marchés financiers, un peu comme dans les religions monothéistes, une séparation qui est arrivée, et depuis, ça sous-performe. Mais il ne faut pas tout jeter dans les actions de la zone euro, parce qu'on s'aperçoit que celles qui ont beaucoup d'activités en dehors de la zone euro s'en sortent très bien quand on regarde les cours boursiers, voire même autant que certains secteurs de la technologie aux États-Unis. Mais la bourse européenne n'est plus une bourse européenne, à vrai dire. Donc les valeurs qui constituent le SAC 50, je dirais que la majorité fait vraiment son pain en dehors de l'Union européenne. Donc, pour une grosse partie, c'est les exportations. Mais je dirais qu'il faut faire la part des choses. Certainement, diversifier vers l'étranger, sûr et certain. Et là, je pense, on pourrait vraiment prendre des trackers parce que aller sur des titres chinois, good luck pour la gouvernance. Donc il faut faire attention quand même par rapport à cette idée-là. Sur l'Europe, je reviens sur des titres que je connais fort bien qui sont tous dans l'immobilier en Belgique, les sociétés immobilières réglementées. Il y en a qui ont fait moins 50% cette année-ci. Est-ce que c'est mérité ? Question ouverte? Non, ça a été matraqué parce qu'on a fait confinement. Mais si on pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus le confinement, elles vont peut-être pas rebondir de 100% pour revenir à la case de départ, mais plus de 25, plus de 30%, c'est possible. Et c'est là que je pense qu'on verra pour une fois la value. Mais value, c'est sûr et certain, c'est que ça peut bondir à un moment donné. Plus long terme, il faut revenir sur les grands mouvements de disruption qu'on est aujourd'hui avec la technologie. Et c'est pour ça que même si en effet, le marché va réouvrir, on peut avoir des banques qui prennent 10-20%, mais désolé, le secteur des banques, c'est un peu has-been. Je voulais revenir quand même sur l'Asie, la Chine en particulier, puisque c'est là finalement qu'on voit le momentum. C'est la seule économie qui sera en positif en 2020 face à ces risques politiques. On l'a vu avec l'IPO d'Ant Group, un cas bien concret. Vous suggérez aussi, voire Arnaud Delaunay, peut-être
de plutôt qu'acheter nominativement les actions, passer par des trackers, peut-être même sur la région dans son ensemble? Alors déjà pour la Chine, très rapidement, la Chine en 2000 c'était 4% du PIB mondial. Aujourd'hui on est à 16, voilà. Et on va bientôt dépasser les 20. Et en 2030, la Chine va dépasser les États-Unis. C'est incontournable. Et alors attendez, il y a quelques semaines, c'est passé inaperçu, mais la Chine en termes de PIB est passée devant l'Union européenne. En termes de PIB, quand vous regardez la répartition du PIB au niveau mondial. C'est quand même un sacré bouleversement. Voilà. Donc la Chine, on ne va plus avoir trop le choix pour investir là-bas. Voilà. Donc, par exemple, il y a une entreprise qu'on connaît bien, qu'on a dans nos portefeuilles, c'est Schneider Electric. C'est une entreprise historiquement française depuis le milieu du 19e siècle, mais aujourd'hui, ils ont plus que 5% de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Ils ont 30% maintenant réalisé en Asie. Et vous avez son PDG, Pascal Tricoire, qui est même parti vivre en Asie depuis près de 10 ans. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en Chine. Sur la Chine, on parle beaucoup de la guerre commerciale. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la guerre commerciale le problème de la Chine, c'est la guerre monétaire. C'est-à-dire que les Chinois, on ne l'observe pas bien parce que c'est une autre culture qui est totalement différente de la nôtre, mais ils ont mis en place ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait avant en Europe, un système monétaire. Un peu comme ce que nous, on avait en Europe dans les années 80, le SME. Ils ont mis la même chose en place avec d'autres pays d'Asie. Donc ils font en sorte que toutes les devises autour de la monnaie chinoise soient peu volatiles. Et ils ont créé un FMI chinois, une banque internationale chinoise, ils mettent tout en place au niveau monétaire parce que la question majeure derrière, c'est que la Chine va falloir gérer l'épargne des Chinois. Et où est-ce que va aller cette épargne-là? Aux États-Unis comme actuellement, ou est-ce que ça va rester en Chine? Et donc ce qu'ils veulent les Chinois, c'est mettre en place que la dette chinoise, le taux à 10 ans chinois, soit aussi liquide que la dette américaine. Et c'est là où on voit arriver des flux de capitaux de plus en plus dessus. En plus, la Banque centrale chinoise, je terminerai dessus, ne manipule pas les taux d'intérêt comme nous on a actuellement en zone euro. Ils ont des taux d'intérêt positifs et non pas négatifs. Il nous reste peu de temps pour ce débat et nos auditeurs aimeraient évidemment connaître vos choix d'actions. Alors très rapidement, on va commencer peut-être avec Franck. 3 actions que vous suggérez, que vous recommandez. On vous écoute. Il y a notamment Care Property Invest. Tout à fait. Alors, j'ai choisi pour 2 actions belges et une suédoise. Donc, la première, c'est Care Property Invest. Je pense qu'on connaît, qui est aussi une société immobilière réglementée, qui est dans les soins de santé, donc la maison de repos, qui est plus petite qu'Edifica, mais aussi une belle croissance, qui est plus défensive, je dirais, mais quand même encore avec un rendement dividendaire. Donc, on combine croissance et sécurité. Et donc, le titre est vraiment blindé. Si vous voulez avoir quelque chose qui est défensif, clairement, c'est ce titre-là. Le deuxième, on connaît tous, c'est Lotus, Speculos, qui continue à flamber côté américain. Parce qu'ils ont maintenant... Biscoff maintenant. Donc. Pardon, il faut dire Biscoff maintenant. Biscoff. Et donc, ils ont leur production aussi maintenant installée aux États-Unis. Ce marché reste énorme et encore à prendre. Et puis, il y a MIPS, en fait, c'est suédois. C'est un titre qui vaut 1 milliard d'euros, donc 10 milliards de couronnes suédoises, qui est dans les casques, et les casques pour vélo ou moteur ou gens qui font la construction, mais apparemment ça flambe puisque tout le monde fait du vélo aujourd'hui. Et donc un titre qui a vraiment la croissance, je dirais, le vent en poupe. Yuri, vos actions préférées? Donc, j'avais donné donc D'Ieteren, qui malheureusement lundi avec la flambée des marchés a bien progressé. Donc c'était la valeur qu'on avait communiquée donc un peu avant. Donc pas de chance pour nous. Peut-être attendre un petit peu alors. Donc voilà, c'est préférable de lâcher sur repli. Donc un groupe que tout le monde connaît avec un pôle donc automobile avec surtout de l'activité Belron, donc Carglass, et surtout 1 milliard de cash. Quand vous savez que D'Ieteren a une valeur boursière d'environ 3 milliards, avec 1 milliard, on sait faire beaucoup de choses. Donc D'Ieteren sur repli. Alors, une autre valeur qu'on aime bien, c'est AGEAS. Donc, c'est pas nécessairement une mid-cap, donc on parle quand même d'une entreprise de plusieurs milliards, mais voilà, une entreprise qui allie value, croissance, rendement. Donc, c'est quasi un des seuls assureurs qui a payé vraiment un dividende cette année-ci, qui vont encore le faire parce qu'ils ont du cash sur le bilan. Ils sont aussi présents donc, en Chine et dans d'autres pays, d'où la croissance. Donc, trésorerie nette. Et alors, le dernier, je pense que c'est assez général, mais on constate que les holdings aujourd'hui se négocient avec de très fortes décotes. J'aurais pu en citer
plusieurs, mais bon, on va quand même prendre simplement donc GBL. GBL qui se négocie aujourd'hui avec une décote supérieure à 30%, alors que la moyenne elle est de 25%. C'est peut-être lié au fait qu'il y a eu cette simplification par GESA, donc GBL, qui fait que beaucoup d'institutionnels étrangers reçoivent en échange des GBL et qui veulent peut-être s'en défaire dans un premier temps. Mais un groupe qui a une santé bilantaire saine, qui a peut-être quelque peu réduit son dividende il y a quelques mois, mais qui reste aussi une belle valeur de rendement. Arnaud Delaunay, votre liste. Alors rapidement, Schneider Electric, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est spécialisé, qui est même le leader dans le secteur de tout ce qui est infrastructure et connexion électrique. Donc les machines-outils, tout ce qui est le hardware. Dès qu'il y a de l'électricité dans une entreprise, ils sont présents. Et la stratégie, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment l'Asie. Alors quand on regardait les chiffres cette année, on attend une baisse de seulement 5 à 6% du chiffre d'affaires. Donc par rapport à la pire récession économique qu'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un groupe qui reste bien résilient. En Belgique, UCB. Pourquoi ? Parce que le groupe fait partie, et c'est le seul en Belgique, de la liste des actions européennes de croissance. Donc historiquement, c'est un groupe qui enregistre beaucoup de croissance. Et je sais qu'actuellement, au regard du cours de bourse, on a un objectif de cours qui est à 110 €. Donc on a encore pas mal de potentiel. Et puis, un dernier titre, ça va être en francs suisses, parce que je considère que c'est important d'avoir plusieurs monnaies dans son portefeuille. Et donc, on va prendre un grand classique qu'on a en portefeuille depuis longtemps, c'est Nestlé, leader dans l'agroalimentaire et qui a une structure bilantaire qui est excellente. Aujourd'hui, c'est un groupe dont le rating des agences de notation est meilleur que les États. Eh bien, merci, messieurs, pour ces conseils et ces éclairages. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est ici que se referme ce débat des stratégistes qui clôture d'ailleurs Finance Avenue. Je voudrais juste dire un mot pour remercier évidemment toutes les équipes techniques qui étaient autour de nous, le service marketing de Mediafin, l'organisateur de cet événement, Serge Van der Merch, sans oublier également Isabelle Dekmans, des personnes sans leur travail de l'ombre, sans ce travail, cet événement n'aurait sans doute pas eu lieu. Merci à tous. Je vous laisse en compagnie de François Bailly, le rédacteur en chef de l'Écho, pour le mot de la fin. À bientôt.